Bonjour, bienvenue dans Imprima pour notre émission spéciale avec des chroniqueurs et plutôt des chroniqueuses quand même. Oui, de talent, majoritairement, voilà, majoritairement des chroniqueuses de talent puisqu'aujourd'hui donc je reçois Anouk Langanet, bonjour. Bonjour Lisa. Et Jeanne Ferrari. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de tous nos coups de cœur, de tous les événements un petit peu sympathiques à venir ou passer, hein, et puis on va parler aussi littérature, même beaucoup littérature cette semaine. Et on va commencer par Anouk, spécialiste S littérature. Bon, écoute, alors je ne vais pas parler que de littérature. Tu vois, tu es mauvaise langue. Tu veux me cantonner dans un rôle finalement très fermé. Je vais parler littérature et film aussi. Je vais parler polar. Bon, ce qui n'est peut-être moins surprenant. Je vais parler d'Elena Piacentini. Je vais vous donner des nouvelles d'Elena. Notre Elena Piacentini nationale qui a ressorti un roman. Elle a une actualité débordante en ce moment. Elle a son roman, le suivant dans la série des Léognes, qui est sorti donc chez Au-delà du raisonnable. Il s'appelle Au vent mauvais. C'est une très belle réussite. On est vraiment dans la lignée des derniers romans d'Elena, dont j'avais eu l'occasion de dire quand je l'ai reçue ici qu'elle écrit des choses de plus en plus engagées sans perdre dans la fluidité de son écriture. Elle a toujours ce style très imagé, cette manière d'attaquer. C'est une battante. J'aimerais pas... Il vaut mieux être de son côté quand même, je pense, hein, dans la vie, mais ça tombe bien parce que je me sens tout à fait de son côté. C'est quelqu'un qui a des valeurs très fortes et qui écrit des choses engagées, des romans engagés sans lourdeur et sans enfoncer des portes ouvertes. Elle enfonce des portes qui méritent d'être enfoncées. Donc là, elle s'est attaquée au sujet des Réunionnais de la Creuse, hein, ces gamins qui ont été arrachés, alors des orphelins, mais dont certains avaient des familles, comme justement l'un des héros d'Elena dans Au vent mauvais. Et ce gosse a été arraché à sa grand-mère. Alors dans l'univers d'Elena, la grand-mère est un pilier de ses romans. La grand-mère du commandant Léon, son héros récurrent, c'est Mémé Angèle, c'est la Mémé d'Elena qu'elle continue à faire vivre à travers ses livres, à laquelle elle permet de continuer à vivre à travers ses livres. Elle nous a dit, plus ou moins, qu'elle écrivait pour ne pas perdre sa grand-mère. Et donc cette histoire d'un enfant, d'un gamin réunionnais arraché à son île et arraché à sa grand-mère, évidemment, ça résonne dans l'univers d'Elena, et je pense que pour beaucoup de nos auditeurs, ça parlera aussi. Donc que sont devenus ces gamins? Comment ont-ils grandi? C'est la thématique qui est sous-jacente dans le roman, même s'il y a une intrigue policière, le commandant Léon va enquêter, etc. Donc je n'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est un polar et qu'il ne faut pas spoiler. L'actualité d'Elena, je te le disais, elle est très très riche pour deux autres raisons. Il y a un téléfilm qui sort, donc qui va... Là, au courant mars, qu'on va pouvoir voir sur France 3, c'est la série des Meurtres A, une série de téléfilms policiers qui passe en ce moment sur France 3. Donc, Elena a écrit le scénario de l'un de ces téléfilms. Il s'intitule Tension sur le Cap Corse. Et donc, alors je ne l'ai pas encore vu, mais Elena m'affirme, et je la crois, que c'est complètement dans la lignée de ses livres, c'est-à-dire qu'elle a cherché, cette fois-ci via le prisme du film, à entrer dans la vie de ces personnages de manière très, très rapide, à nous donner un aperçu de tout ce qu'a été leur vie et leur bonheur, leur malheur dans le cadre de son enquête. Donc, parce que c'est la même écriture aussi, justement. Justement, alors voilà, on l'attend. Au téléfilm, parce que c'est un téléfilm, je suppose. Voilà, j'ai une grande confiance dans l'écriture d'Elena parce que c'est une écriture très dramatique et très énergique, et que c'est une femme très, très énergique et pas dramatique. Donc je l'attends, mais c'est vrai que c'est un exercice complètement différent. Donc c'est très, très stimulant. Autre actualité, elle sort un autre roman en septembre, chez Fleuve Noir, rien que ça. Donc, elle va continuer, son intention est de continuer la série des Léognes chez son éditrice, donc chez Au-delà du raisonnable. Elle va rester fidèle, c'est quelqu'un de très fidèle, Elena, mais elle va publier aussi, elle va s'essayer à d'autres exercices, donc cet exercice du film et un autre roman avec une autre héroïne, une femme très, très dure, très froide, dont Elena elle-même me dit qu'elle n'est pas sympathique, qu'on va avoir du mal à la trouver sympa. Bien. donc ce qui évidemment tranche par rapport au commandant Léon, qui est sympathique, qui lui est très 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 sympathique, avec lequel on est beaucoup plus dans l'empathie. Donc on va là aussi voir ce qu'il en est. Ça s'intitulera Comme de longs échos. Ce sera une série de 2 romans dans lesquels elle est partie d'un fait divers qui s'est réellement produit, et elle a extrapolé une histoire dans laquelle on va pouvoir remonter aussi, si j'ai bien compris, dans le passé de cette femme qui n'a pas l'air sympathique mais qui doit cacher des choses
choses intéressantes. Donc j'attends cette espèce de jumelle maléfique de Léogne. Je trouve très intéressant cette manière dont Elena cherche à varier, cherche à se dissocier en plusieurs personnages à ce stade de sa carrière d'écrivain. C'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être suivie et puis qu'on recevra. Elle a bien l'intention de venir nous en parler directement. Je pense qu'elle sera présente sur Ajaccio si, je ne sais pas si l'événement encore aura lieu, justement, c'est le festival du Polar. Alors je ne sais, voilà, l'événement aura lieu. Est-ce qu'Elena pourra venir avec une actualité aussi débordante? Elle est aussi très sollicitée partout, mais on réussira à la coincer ici à un moment ou un autre. En tout cas, il mettra un pied. Non, mais elle ne restera pas loin de la Corse bien longtemps, elle n'y arrivera pas, de toute façon elle ne tiendra pas. Merci beaucoup Anouk, en tout cas, pour cette chronique sur Elena, justement, Piacentini, qu'on retrouvera certainement, peut-être à l'antenne d'ici la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine. Elena, on t'attend. Voilà, c'est une invitation non déguisée. Et on se retrouve demain avec Jeanne, qui a aussi d'autres choses à nous raconter. À demain, au revoir. À demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Une Prime pour cette semaine dédiée non pas à la littérature, puisque ça gêne certaines chroniqueuses présentes sur ce plateau, notamment Anouk. Non, dédiée à la création, à l'univers, c'est ça. Et avec Jeanne aussi. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de tes coups de cœur. Alors j'ai un coup de cœur qui a été publié en 2013. Alors en ce moment on parle beaucoup de Jacques Renouch pour le dernier livre qu'il a écrit avec Marie-Hélène Ferrare, mais moi je vais revenir sur un ancien livre qui date de 2013 qui a été publié aux éditions Piaggio. Alors c'est durant une rencontre littéraire il y a quelques mois que j'ai découvert cette merveilleuse découverte. Alors je vous le montre. Voilà, c'est lui. C'est L'Avant-Pays, donc un livre de 92 pages. Donc on découvre à travers cette œuvre un détour poétique entre les mots de Jacques Renouch et les peintures de Toussaint Mouffrage. Alors nous avons un poème en 2 parties où on nous parle d'errance, d'espoir, d'innocence. Alors j'ai un petit extrait histoire de faire découvrir un peu les textes. Donc nous l'oublions pas, ils avaient recruté nos révoltes pour porter leur revanche. Dans les eaux souterraines, le soleil ronronne. Le sable élève la lumière, brasse des crissements de victoire en blondeur dévorante. Je me suis retrouvée au cœur des lois absentes, avec pour mère la glace gouvernant cette clarté que j'aurais voulu orageuse et printanière. Donc à travers ces magnifiques mots, ces magnifiques poèmes, on trouve aussi des peintures aux couleurs vives, aux formes abstraites. Donc on est au milieu de rêves, on vole à travers le temps, tout ça dans un univers qui dépayserait chaque lecteur. Donc vraiment, je le conseille. Voilà. Donc voilà, un coup de cœur. Bon, on va rappeler un petit peu Jacques Renouch. Jacques Renouch, c'est un journaliste à la base, donc un long parcours, un dernier ouvrage aussi récemment, donc qui est sorti aux éditions Clémentine, c'est ça. On peut en dire un petit mot aussi sur cet ouvrage? Jacques Renouch, oui, c'est un merveilleux journaliste, mais qui a aussi de grands talents de poète. Et dans ce dernier ouvrage, donc, on découvre à travers la poésie des dessins de Marie-Hélène Ferrare. Donc là encore, on trouve un univers à part entière. Et j'en dis pas plus parce que, en soi, le bouquin est magnifique et il faut le découvrir vraiment avec plaisir quand on a un peu de temps. Et voilà. On va parler un petit peu de poésie. Justement, c'est vrai que c'est un genre qui existe au niveau régional avec parfois des difficultés parce qu'on le sait malheureusement, c'est un genre qui se vend peu. Oui, mais il faut quand même reconnaître qu'on a la chance ici d'avoir des gens qui publient de la poésie, donc qui certainement pas dans l'espoir de devenir riche et de partir s'installer dans un paradis fiscal, mais on a vraiment des gens qui le font et je trouve qu'on a une production quand même poétique qui est tout à fait intéressante. Ce qui est amusant, c'est qu'elle est très variée, on a quand même reçu, je pense à des gens comme Dominique Ottavi, je pense à des gens comme aux éditions aux éditions Colonne, bien sûr, qui publient chaque année des choses, des choses vraiment variées et intéressantes. Donc la poésie n'est pas morte du tout, et puis on la retrouve aussi, je trouve, dans d'autres genres, y compris d'ailleurs dans le roman noir, y compris là où on ne l'attendrait pas forcément. J'ai un exemple en tête si tu veux, mais je ne sais pas si j'ai le temps aujourd'hui. Tu as le temps de nous le dire. J'ai le temps aujourd'hui. Alors je vais te parler de Clément Millian. Clément Millian, c'est quelqu'un qui vient d'être publié à la Série Noire. C'est un premier roman, ça s'appelle Planète vide, et c'est l'histoire d'un gamin, d'un petit garçon, un petit black qui est pas très heureux, qui est persécuté par ses camarades de classe, et puis se réfugie dans des rêves, dans les étoiles.
d'étoiles, des rêves d'étoiles, des rêves de fusées. Il a un très beau livre. Et un jour, un méchant de sa classe, un grand, va venir lui chercher des noises et abîmer son livre. Et sous le coup de la colère, le petit garçon va trouver la force de frapper. Et puis il va frapper, il va avoir l'impression qu'il a tué cet autre garçon. Il a frappé vraiment très très fort et il va s'enfuir. Et Clément Millian, dans cette espèce de météorite, raconte de manière incroyablement dense, incroyablement forte, l'errance de ce petit garçon paumé qui a la trouille, qui a froid, qui a faim. Alors c'est terrible parce qu'en plus c'est un personnage tellement attachant. En 3 pages on s'attache au héros. Et puis on va traverser avec lui la nuit, quoi. Cette nuit, une nuit terrible, une nuit incroyablement profonde dans laquelle il cherche les étoiles, Et c'est tellement poétique, tellement noir et tellement beau. On a tellement peur qu'il arrive quoi que ce soit à ce petit garçon que on est à la fois dans une lecture poétique et dans un vrai roman noir très énergique. C'est la série noire chez Gallimard et c'est Clément Millian, Planète vide, et c'est formidable à lire. Comme quoi, justement, on peut allier poésie, on peut allier divers genres. On va revenir quand même, avant de se quitter, justement, sur ces collections de poésie qui existent au niveau régional. On parlera évidemment de Colonna d'Istres et Éditions qui publie chaque année, qui a fait découvrir de nouveaux poètes, en tout cas à l'échelle régionale. Je pense à Colomba Lovicogne, je pense par exemple aussi à Domistria, qui est aussi chanteuse, donc qui justement avait débuté par la poésie, puis qui est passée à la chanson, et bien d'autres. Donc une collection qui, en plus, a l'avantage de se présenter sur un petit format qu'on peut emporter partout, et aussi un format économique, c'est-à-dire que c'est des livres à petit prix. Donc finalement, il n'y a pas d'excuses. Il faut acheter. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens, justement, tu le rappelais, il y a beaucoup de poètes qui s'expriment à travers des chansons et des textes de chansons, notamment ici, où on a vraiment, notamment en langue corse, on a quand même quelque chose de très, très riche. On sera à Jacques Fouzine, Jacques Thiers, évidemment. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui croient ne pas aimer la poésie, mais qui aiment la chanson, se trompent complètement. Manifestement. Il faut de la poésie sans le savoir. Voilà. S'ils veulent chanter les textes, qu'ils les chantent, mais qu'ils les lisent. Qu'ils les lisent aussi, exactement. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve demain. Demain, on va parler d'histoire et je vais laisser la main à Anouk, puisque c'est moi qui vais parler, donc je ne vais pas m'auto-interroger. On se retrouve demain. Merci. Au revoir. À demain. Bonjour à tous et bienvenue dans Imprime. Je reçois aujourd'hui, contrairement à hier où elle me recevait, Lisa de Radio. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Jeanne. Nous sommes toujours 3 sur ce plateau, mais nous changeons un petit peu les choses. On va bouscule les codes. En fait, c'est moi qui suis chargée de demander à Lisa de nous faire descendre aux enfers. C'est bien ça, Lisa ? C'est ça, on va aller aux enfers. On va y aller avec Jean-Marc Olivès, d'ailleurs. Non, je ne dirais pas ça de Jean-Marc Olivès, que je salue. Alors pourquoi Jean-Marc Olivier nous emmène-t-il aux enfers ? Il nous emmène donc voir ce premier roman qu'il a écrit donc récemment aux éditions Albiane, qui s'appelle Salomé aux enfers, où il raconte l'histoire de Fragnamonde. Donc Fragnamonde, c'est une danseuse d'une beauté extraordinaire qui va traverser en fait la Shoah, puisqu'elle va au départ on peut dire survivre dans le ghetto de Varsovie, où finalement elle va s'endormir un petit peu, dans le sens que sa beauté va lui donner un certain nombre de passe-droits. Elle va pouvoir y vivre quasiment comme elle vivait avant, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir mener, on voit d'ailleurs cette vie dans le ghetto, cette double vie, ces gens qui meurent de faim et puis ces gens qui arrivent encore à avoir un semblant de vie normale, avec un certain nombre de passe-droits, avec un certain nombre aussi parfois de moments un petit peu de fête, ces cabarets qui continuent à fonctionner, ce luxe aussi, certains produits aussi qui continuent à être justement offert, donc cette double vie du ghetto. Et puis évidemment Fragnamonde subira le sort, à un moment elle croit y échapper, le sort finalement de ceux du ghetto qui iront dans les camps de concentration. Et alors quelle est la part de réel et de fiction ? On sent à t'entendre que c'est évidemment un livre extrêmement documenté, mais est-ce que le personnage principal, est-ce que la figure principale est un personnage réel ? C'est un personnage mi-fiction, c'est une demi-fiction, puisqu'il s'est inspiré d'un personnage aussi réel. Il a travaillé donc à partir finalement de cette histoire, et puis il a raconté après sa propre histoire. Il s'est énormément documenté. Il y a des scènes qu'il raconte qui sont des scènes aussi véridiques, qui se sont passées dans le ghetto, des scènes qui sont évidemment insoutenables. Je ne vais pas les rappeler ici. Avec, on peut le dire, des enfants qui meurent dans la rue, les vieillards, la famine, les maladies. Je pense que tout le monde a vu une vraie descente aux enfers. Je pense que tout le monde a vu ce film, par exemple Le Pianiste,
de Polanski. Je veux dire, ça retranscrit bien finalement cet univers du ghetto de Varsovie. J'y pensais parce que on a l'impression que la démarche est un petit peu parallèle, c'est-à-dire il y a dans les deux cas la question de l'art, de la place de l'art et de la beauté dans un tel univers, dans une telle réalité. C'est une question qui a été souvent posée. Il y a eu cette question, peut-on encore écrire de la poésie après Auschwitz? Donc est-ce que c'est ça aussi qu'explore Tout à fait, puisque le livre s'ouvre avec cette représentation de Salomé aux enfers et s'achève avec une représentation. Je ne peux pas dire évidemment ce qui va se passer lors de la dernière représentation de Salomé aux enfers, mais il y a en tout cas ce début, cette fin, et l'art finalement qui tente de survivre, l'art qui survient aussi à un moment, puisque la beauté finalement protège aussi d'un certain nombre de choses, mais finalement contre la barbarie nazie aussi, la beauté s'émousse. Je repense à ce livre, évidemment ce livre magnifique de Primo Levi, dans lequel il explique que s'il a réussi à rester humain dans les camps, c'est en récitant des vers de Dante. Est-ce que c'est la même chose pour cette femme? Parce que tu as l'air de dire en même temps que sa beauté et sa danse la place dans une situation très ambiguë par rapport à ce... Ça la protège, ça lui permet finalement d'avoir un certain rang, une certaine place dans la société du ghetto. Ça va lui donner certains passe-droits aussi quand elle va arriver dans le camp de concentration où elle finira donc son existence. Mais à un moment donné, tout cela la rattrape. Et elle s'aperçoit finalement un petit peu de la vacuité aussi de cette beauté, de ce qui lui a permis justement de survivre, de se protéger, de ne pas voir peut-être aussi la réalité en face, puisqu'à un long moment finalement elle ignore. Si on ferme les yeux et qu'on est dans cette situation dans le ghetto de Varsovie où on est avec une certaine société, on est protégé par des gens, on a aussi, c'est une courtisane en quelque sorte aussi, c'est une genre de nana de Zola aussi, finalement on peut échapper à la laideur du monde, mais un certain temps, puisque cette laideur, finalement, elle est implacable. Et puis elle rattrape tout le monde lorsque le ghetto est évacué et lorsque la destination finalement finale, pour tous ceux qui sont non pas tués dans le ghetto, c'est justement les camps de concentration. Et là, l'horreur, elle est présente, elle est omniprésente partout. Eh bien, merci, Lisa. Je vais aussi plomber un petit peu le moral. Écoute, un petit tour aux enfers, après tout. Un petit tour aux enfers, en tout cas. Donc, on rappelle ce premier roman de Jean-Marc Olivez aux éditions Albiane, c'est bien ça, qui vient de sortir, donc. Qui est sorti il y a un petit moment, qui est sorti avant les vacances de Noël, mais en tout cas, qui est à lire et à découvrir. Merci beaucoup. Merci, Lisa, et à demain. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Une Prime. Nous sommes toujours en compagnie des deux chroniqueuses de choc, avec Anouk et Jeanne. Encore aujourd'hui, bonjour à toutes les deux. Bonjour Lisa. Et on va partir avec Anouk, si elle veut bien. Bon, je veux bien, écoute, je veux bien. Je veux bien te parler alors d'une actualité brûlante. J'espère que tu vas moins nous plomber le moral qu'hier. Est-ce bien sûr? En es-tu sûr? Écoute, j'ai pas spécialement prévu de parler de choses... Si, j'ai prévu de parler de quelque chose qui est réjouissant en tant que lecture, mais pas forcément très optimiste non plus. Je me rattraperai demain si tu veux. Je voulais vous parler du trophée Anonymous. Le trophée Anonymous, alors ça s'écrit anonyme apostrophe Us. C'est un trophée, c'est un concours de nouvelles dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici il y a longtemps, qui a été lancé depuis 2015 par Éric Maravellias. Éric Maravellias, c'est un auteur de polar formidable, qui a eu cette initiative très intéressante de proposer aux auteurs de polar et romans noirs français de concourir de manière anonyme. Donc le principe est le suivant: chaque année, depuis 2015, donc il y a entre 20 et cette année 26 auteurs qui vont s'affronter de manière anonyme. Donc ils vont proposer chacun une nouvelle, sujet libre mais des nouvelles noires. Petite question, c'est des auteurs qui sont confirmés? Alors justement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a de tout. Il y a aussi bien des auteurs, des grosses pointures du roman noir français. Alors cette année par exemple, quelqu'un comme Maud Maïras. L'année dernière, il y a eu, enfin dans les années précédentes, il y a eu Franck Bouys, il y a eu Yann Manouk, il y a eu des gens qui cartonnent. Elena Piacenzi a participé. Bon. Donc il y a des gens qui sont déjà reconnus, d'autres qui sont des auteurs beaucoup plus modestes et discrets, comme par exemple moi, mais publiés tout de même. Et puis il y a des non-édités. Il y a une place chaque année. Maravellias garde dans le trophée une place pour quelques auteurs. Alors des hommes et des femmes, parce que c'est paritaire en plus, figurez-vous. Ah, c'est très bien. C'est quand même pas mal. C'est très très bien. Donc il y a des places pour quelques hommes et femmes,
non édités qui vont peut-être trouver à travers cette confrontation l'occasion justement de se faire connaître. Est-ce qu'il y a un formalisme? J'imagine qu'il y a des règles à suivre. Alors, la règle, c'est vraiment noir. Noir. Il faut que ce soit noir. Bon, non, ça peut être noir drôle, ça peut être noir. Non, mais il y a la place pour tout ce qui est c'est une nouvelle noire et il y a une taille à respecter, maximum à respecter. Mais c'est tout, c'est très libre. Ce qui permet en fait à chacun de donner un petit échantillon de sa personnalité, de son talent, de son style, sachant qu'en même temps, comme c'est anonyme, on essaye aussi un petit peu de se déguiser. Enfin, c'est le jeu que certains jouent plus ou moins d'ailleurs, mais on est censé essayer de se déguiser un peu. Alors, c'est intéressant pour les auteurs, c'est très stimulant, cette petite compétition, mais c'est intéressant aussi pour les lecteurs, parce que ce que ça veut dire, et ce que je veux faire savoir à tous, c'est qu'on peut aller télécharger gratuitement sur Internet, chaque année, le recueil de nouvelles. Donc, par exemple, les recueils 2015-2016 avec une vingtaine de nouvelles noires et inédites peuvent être publiés. Et donc, il y a le nom de l'auteur en face, puisque à l'issue de la compétition, le nom de l'auteur... Et on décachette, voilà. Donc, c'est en mars que ça se passe. Donc, si vous prenez ceux des années 2015-2016, vous pouvez avoir un petit échantillon. Et c'est comme ça, moi, que j'ai vraiment découvert des gens et immédiatement été acheter leurs livres. Des gens dont j'ai eu l'occasion de parler ici, comme Nicolas Mathieu, Annabelle Léna, Nicolas Lebel, sont des gens que j'ai découvert à travers ce trophée. On aime leurs nouvelles, c'est une petite mise en bouche, quoi. On goûte, on déguste, et puis on n'a plus qu'à aller se procurer le roman de la personne qui l'a fait. Cette année, si vous faites vite, vous pouvez aller encore les lire anonymement, puisqu'elles sont encore anonymes. La dernière sort cette semaine, justement. La dernière nouvelle du trophée là, vient de sortir. Et on peut donc aller les regarder avant publication des noms, si on veut s'amuser à les lire comme ça, donc sans préjugés, sans savoir si c'est quelqu'un de déjà reconnu, quelqu'un qui est publié chez Gallimard ou autre, ou quelqu'un de totalement inconnu au bataillon, voire de non édité. Alors j'ai un petit peu triché parce que j'avais pas la patience d'attendre, donc j'ai enquêté, j'ai commencé à regarder un peu ceux que je ne connaissais pas encore, pour repérer notamment mes concurrents, puisque je participe cette année. Il y a des catégories, justement, c'est ça il y a une catégorie pour les auteurs confirmés, où finalement justement, parce que c'est anonyme. Ah voilà, on est tous mélangés, c'est ça. Voilà. C'est que quand tu affrontes le texte, tu ne sais absolument pas si tu as affaire à quelqu'un de publié. Finalement, ça lève les a priori aussi, puisque parfois, si on va lire un texte de quelqu'un de confirmé, on va se dire, ah oui, c'est bien, effectivement. Alors, l'année dernière, par exemple, il y a eu sur le podium, puisqu'à la fin, il y a un podium, il y a eu sur le podium quelqu'un qui était non édité. Il a eu à la deuxième place, je crois, un auteur non édité qui, je pense, ne devrait pas tarder à l'être. Qui, depuis, doit l'être. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est aussi un tremplin pour ces auteurs, et c'est d'ailleurs vraiment très classe de la part des grands noms de le faire et de tenter. Il y a une prise de risque quand même. Oui, il y a une prise de risque, c'est ça qui est important. Mais c'est très intéressant. Je trouve que c'est une belle démarche, quoi, vraiment. Et alors, si j'ai le temps de... Non, je peux peut-être un petit mot demain, justement. On en parlera peut-être demain. D'accord. Parce qu'on se retrouve demain aussi avec Jeanne et puis avec Anouk, bien sûr. On va continuer à parler. On a parlé beaucoup de romans noirs quand même. Ah bah oui, mais ça c'est le danger quand tu m'invites. Merci, à demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Prime. Bonjour Anouk, bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour. C'est notre dernière émission de la semaine, et oui, c'est triste, ça passe vite, ça passe très vite. Bon, on va se retrouver aussi avec Jeanne aujourd'hui, puisque tu vas nous présenter, je crois, un événement, c'est ça? C'est ça. Alors bon, c'est un événement qui s'est passé à l'Université de Corse, comme d'habitude. Et il se passe beaucoup de choses à l'Université de Corse, il faut le souligner. Oui, parce que on a des a priori là-dessus, mais il y a toujours quelque chose à faire, vraiment. En plus, le programme, pour quelqu'un qui est sur Corté 2 jours, le programme est disponible sur le site de l'université, donc toujours une pièce de théâtre, un concert, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler à un événement que le nouveau bureau des Belles Lettres a organisé, donc l'association à l'université. On avait déjà parlé de cette association, je le rappelle, ils ont pour but de promouvoir la littérature, la culture à travers divers événements. Donc, le nouveau bureau de cette association a ainsi pris l'initiative d'organiser un événement autour de la culture corse, donc pour la mettre en avant. Alors, cet événement, c'est autour d'un procédé qui existe depuis fort longtemps, et c'est suite à une rencontre avec des poètes du Tiamirispong, justement, où ils ont décidé d'avoir une prise de conscience et décidé de faire cet événement pour faire connaître ce procédé aux jeunes étudiants de l'université, parce que pas tout le monde le connaît, et
n'a jamais vu comment ça se passait, ni son fonctionnement. Donc, pour le faire découvrir ou redécouvrir. Donc, pour les membres de l'association, pour avoir discuté avec eux, c'était primordial justement de faire ça, pour que ça soit vraiment que cette pratique perdure vraiment, et que ça soit des anciennes générations, nouvelles générations, que ça soit transmis. C'est pourquoi ils ont organisé cet événement, mais qui était composé de 2 parties. Alors, la première, c'était durant l'après-midi. Il y avait une 40aine de personnes qui étaient réunies au SPAJ, donc à l'université. Et donc, il y avait quelques animateurs, donc João Pedro Ristori, Paul Cazzari et Tito Limonge, qui firent un historique de cette pratique, qui parlèrent aussi de l'association qu'ils ont créée justement autour du Sociami Respond. Donc, à la fin, il y a eu, tout un historique au niveau de l'association et surtout au niveau de son fonctionnement, comment ça marchait. On a pu voir quelques vidéos où un des animateurs et membres de l'association montraient comment ils avaient fait ça avec des enfants, comment autour de la chanson corse aussi, parce que là on parle aussi de poésie, ça revient, donc comme on avait déjà parlé, c'est aussi de la poésie, la poésie autour de la langue corse, et c'est vraiment très riche. Et à la fin, donc après avoir découvert justement tout ce fonctionnement, puisque on a tous peut-être vu, ou même avec Internet, mais comment ça fonctionnait véritablement, on le sait pas vraiment. On le sait pas vraiment. Et en fait, d'ailleurs, la vidéo de la conférence est disponible sur le site du CCU, comme c'est organisé, donc je conseille à beaucoup de la regarder, parce que c'est très intéressant. Même voir quand l'association se déplace, parce que c'est génial, c'est attractif, on se demande comment ils font, vraiment, c'est... oui, c'est très impressionnant. C'est impressionnant, c'est ça. Ça demande une gymnastique intellectuelle qui est assez... Justement, est-ce qu'il y a eu aussi une possibilité peut-être d'initier les gens ? Je ne sais pas si on peut vraiment les initier, Alors, en fait, là, donc, l'association du Sociami Respond nous évoquait que durant, en fait, tout le monde peut y participer à leur association, ils se regroupent, etc. Donc, c'est quand même impressionnant au départ pour des novices. Donc, comment ça se passe ? Déjà, il faut nous expliquer qu'il faut déjà avoir une bonne notion de la langue corse. Oui, vraiment, ça, c'est indispensable. Déjà, improviser, c'est très important. C'est un long exercice qui s'apprend, et justement dans leur association ils sont ouverts à tous, donc n'importe qui, même ceux justement qui ont un peu peur, ceux qui ont envie d'y aller mais qui ont un peu peur, justement ils leur disent venez, c'est comme ça que vous allez apprendre. Et même justement cette pratique, ça permet d'être vraiment tranquille entre guillemets avec la langue corse, avoir vraiment une familiarité. Et on n'a pas le temps de se poser de questions, c'est ça qui est bien. C'est ceux qui se lancent sont obligés d'y aller, c'est très positif. J'imagine qu'on a droit aussi à l'erreur, parce que parfois la difficulté avec la langue corse, justement pour la prise de parole, c'est cette peur finalement de commettre l'erreur. On est beaucoup plus repris. Question s'exprimer parfois. Dans un Sociami Respond, c'est un peu l'idée d'être repris, quoi. Si on n'est pas prêt à être repris, il ne faut pas y aller, quoi. Non, mais ce qui est amusant, c'est justement, on se trompe, c'est de la magagne, c'est tac au tac, voilà, et au pire des cas, on en rigole si on se trompe. Non, je pense que c'est très formateur, et d'ailleurs... c'est vrai que c'est un espèce d'espace dans lequel on est protégé. L'humour est prévu, l'ironie est prévue, et du coup, tout est acceptable. On peut entendre et dire des choses étonnantes. Exactement. Est-ce que les femmes s'approprient un petit peu plus cet espace ? Parce que autrefois, le Sociami Respond, c'était très masculin. Bon, ça s'exerçait dans des lieux de convivialité, etc. Où, dans des plaises peut-être, Maurice Safran, les femmes n'y étaient pas vraiment au début du siècle, en tout cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les femmes arrivent à s'approprier cet espace ? Je pense, surtout, je le vois à l'université, qui est quand même un peu le fief, entre guillemets, de la Corse d'un point de vue culturel et autour de la langue corse. Beaucoup de jeunes de mon âge, des filles surtout, parlent, et justement ils nous évoquaient que avec cette association, donc un d'entre eux faisait passer dans les écoles, il y avait des petites élèves, mais toutes petites, qui commençaient à faire ça. Et d'ailleurs ils m'ont montré un enregistrement où il faisait avec cette petite fille avec un garçon, il faisait cet échange, et je me dis qu'en fait c'est pas, peut-être qu'à une époque c'était purement masculin, mais maintenant on n'est plus dans cette catégorie, c'est vraiment pour tout le monde, hein. Mais après, peut-être que la femme en elle-même a un peu peur, plus que l'homme, a priori. Mais à mon avis, à un moment, on passera ce cap. Hein. C'est ça, c'est intéressant, parce que ça va forcément changer les choses. Forcément changer aussi la donne, de manière... Ça peut être très, très riche, un Sociami Respond mixte, mais c'est forcément un exercice différent, parce qu'on sort du côté un peu combat de coq. Combat de poule, peut-être. Oui, mais c'est autre chose. C'est très violent aussi, mais c'est autre chose. Donc, je pense qu'il faudrait introduire des catégories, comme pour
comme pour les sports. Pour les boxeurs. Une catégorie, moins de 50 kilos. Une catégorie homme, une catégorie mixte. Mais ça m'intéresserait beaucoup d'assister. Ça va être intéressant. Justement, en fait, on a pu avoir à la fin de cette conférence un petit échange. Mais le soir, le principe, c'était que l'après-midi, on découvre le procédé. Le soir, en fait, il y avait au central, donc à Corté, avec les mêmes intervenants, un Cham et Responge entre eux. Sur le terrain. Sur le terrain, c'est ça. Et c'était sympa parce que c'était vraiment un échange. On discutait, on découvrait et vraiment, c'était super. Et je sais que pour la journée du patrimoine à Corté, d'ailleurs c'est comme ça que l'association les a rencontrés, ils avaient fait durant cette journée du patrimoine, l'association était venue, donc c'était en haut en ville à Corté, donc ils se déplacent souvent, dès que les gens leur demandent de venir ils viennent, donc pour les contacter, donc le plus simple c'est... Alors il me semble qu'ils ont une page Facebook, je suis pas sûre, alors là vraiment, après je vous dis au niveau des noms, vous avez Juan Pedro Ristori, Paul Calzari, les Titons Imongi, donc après c'est facile, vous tapez à mon avis leur nom sur internet. Je pense qu'ils sont facilement identifiés. Certainement via le site aussi peut-être de l'université. Oui, même taper Cham et Responge l'asso ou Cham et Responge sur internet, coordonnées. Je pense qu'il n'y en a pas des millions non plus. Non. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On pourra peut-être mettre d'ailleurs sur le site internet quelques petites références de tout ce qu'on a raconté. Tout à fait, ça sera fait, bien évidemment, à la fin de la semaine. Allez. Restez en ligne, au revoir. Au revoir.